Bonjour à toutes et à tous. En tant que rapporteur de la commission applications et sites mobiles pour la Mobile Marketing Association France, je suis vraiment ravi de faire cette introduction à l'interview qui arrivera après, consacrée à la géolocalisation. Je devrais même plutôt dire la smart localisation, puisque vous avez constaté depuis ce matin que tout est smart chez nous dans ce forum. D'ailleurs, plusieurs sujets que nous traitons durant l'année au sein de notre commission sont largement abordés ici lors de cette journée, puisque vous avez vu les multitouch lors de la précédente table ronde, et plus tard viendront l'IA, et les bots notamment. Donc vraiment, nous sommes au cœur des apps, aussi bien au moment présent, mais surtout dans le futur. Et la géolocalisation tient bien évidemment toute sa part dans nos travaux. Nice to have, must have, ou même killer feature, qu'elle soit fine, outdoor ou indoor, la géolocalisation est une vraie caractéristique, une vraie particularité du marketing mobile. D'après le dernier baromètre des usages mobiles, 59% des utilisateurs sont prêts à être géolocalisés et 68% des marques demandent à leurs utilisateurs d'activer la géolocalisation sur leur smartphone. C'est donc aujourd'hui un phénomène et une confiance qui sont installés, mais avec quel but, dans quel but, avec quels usages et face à quelles contraintes et quelle réglementation? Vous l'avez peut-être vu cet été, la géolocalisation a suscité un certain nombre d'interrogations qui étaient nombreuses. Et donc pour partager certains aspects de ce sujet, pour tenter de répondre à certaines des interrogations suscitées par la géolocalisation et puis pour lui donner un visage concret, je vais maintenant inviter Alexandra Chiaramonti, Managing Director France chez T-Mobile, à nous rejoindre sur scène pour une séance interview sans concession par l'homme presque en noir, Jérôme Bouteiller. Bonjour à tous, donc pour une séance, effectivement, une conversation d'une quinzaine de minutes et pas d'une trentaine de minutes comme je vois sur la télé, avec Alexandra Chiaramonti, donc Managing Director France de T-Mobile. Peut-être une première question, on vous a connu sous l'appellation Databerries, donc il y a évidemment un rebranding autour de T-Mobile, et 2017, ça a vraiment été l'année du décollage pour votre entreprise et pour cette activité du Drive to Store. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a connu une belle année avec un vrai décollage du Drive to Store déjà qui suscite un vrai intérêt chez les annonceurs. Et particulièrement pour nous, on a eu la chance aussi d'avoir une belle levée de fonds au début d'année, au mois de mars. Et ça a coïncidé effectivement avec le rebranding et donc qu'on a opéré cet été pour aller à la conquête des États-Unis. Et c'est donc aussi en grande partie pour ça qu'on a opéré ce renommage T-Mobile qui passait un petit peu mieux sur une audience internationale. Donc une année véritablement de décollage pour cette activité. Peut-être on peut rappeler concrètement, ça fonctionne comment votre technologie? C'est pas simplement de la géolocalisation, du géofencing? Non, tout à fait. Alors effectivement, c'est important de distinguer les différentes technologies qui existent. Beaucoup de personnes utilisent, et pourquoi pas d'ailleurs, la géolocalisation qui réside dans les bid requests, qui permet certes d'avoir beaucoup de reach, mais qui manque un petit peu de précision, car on a uniquement la géolocalisation au moment où une personne consomme de la publicité. Donc c'est au moment de l'affichage de la bannière, on localise le mobinote. Exactement. Donc la bid request qui permet d'appeler une publicité. La requête aux enchères. Pardon pour les anglicismes. Bid request. C'est ça. Qui permet donc d'avoir la géolocalisation, mais qui n'est malheureusement pas assez fine et surtout pas assez fréquente pour mesurer des visites précises. Donc nous, chez T-Mobile, on a pris un parti pris différent, qui était d'avoir une collecte très récurrente et très précise, et pour ce faire, on a besoin d'intégrer notre SDK, donc un bout de code dans des applications partenaires chez des éditeurs, qui nous permet justement d'avoir la précision de la géolocalisation de plus de 10 millions de mobinotes en France et de savoir dans quelles enseignes ils peuvent se rendre et donc proposer ces ciblages à nos annonceurs. Et donc ce ciblage, il n'est pas forcément en temps réel. Vous allez observer le parcours de vie des mobinotes et interpréter ces parcours et les cibler en fonction de ça, finalement, quelle que soit leur position. Tout à fait. Le parti pris n'est pas de l'instantanéité. On ne se dit pas que parce que je passe devant un magasin, j'ai forcément envie d'y rentrer à un instant T. On peut très bien se rendre, par exemple, sur le lieu de travail, on peut être pressé. Nous, le parti pris, c'est de se dire, voilà,
je corresponds à une cible parce que je visite tel type d'enseigne. Donc par exemple, je suis quelqu'un qui me rend régulièrement dans les magasins Sephora, Marionneau et autres, donc je suis appétent à la beauté. Et du coup, je peux intéresser des annonceurs qui veulent justement cibler des personnes, peut-être de typologie plutôt féminine par exemple, et donc être sûr de s'adresser aux bonnes personnes de par leur comportement physique au quotidien. Et donc le cibler soit quand il est près de l'enseigne, soit beaucoup plus tard dans la journée. Exactement. L'intérêt est vraiment qu'il corresponde à la cible de par son comportement physique, et c'est pas forcément un instant T qui va définir une appétence. D'accord. Alors, c'est donc un nouveau type de format publicitaire qui est apparu finalement il y a à peine quelques mois. Quel est l'accueil aujourd'hui des annonceurs pour ce type de format ? Plutôt bon, donc on a bien fait. Mais non, mais plutôt bon parce que je pense qu'il répond à une vraie problématique aujourd'hui, c'est-à-dire que le monde du online est très fourni, que ce soit en mesure, que ce soit en gestion de l'e-commerce, des choses qui ont été très très bien développées avec beaucoup de très bons acteurs qui font ça extrêmement bien. Comme on le sait pour pas les citer, mais Amazon aussi a tendance à générer de plus en plus de visites et de plus en plus de conversions surtout. Donc beaucoup d'achats se passent aussi sur ces plateformes-là. Et finalement, je pense que beaucoup de retailers qui ont des points de vente physiques se rendent compte de l'importance de réinvestir ces lieux physiques pour maintenir leur image, certes, mais aussi pour continuer à générer des ventes, parce que finalement, les ventes dans les points de vente physiques sont en général plus nombreuses et aussi les paniers moyens sont un peu plus élevés. Donc je pense qu'on répond à un besoin marché, et donc le fait qu'on a plutôt une bonne réception de la part des annonceurs. Et puis même Amazon s'intéresse au retail, puisqu'avec le projet Amazon Go, il montre bien que l'avenir du commerce passe aussi par ces points de vente. On peut dire que des solutions publicitaires comme la vôtre sont en concurrence, voire vont remplacer le bon vieux prospectus ? Alors, remplacer à terme peut-être, on est encore aux prémices. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a la même finalité. C'est-à-dire que traditionnellement, les retailers utilisent le prospectus pour générer du trafic en point de vente. Le Drive to Store, comme son nom l'indique, a la même finalité, générer du trafic en point de vente. Donc l'idée n'est pas forcément de remplacer complètement, mais en tout cas d'apporter un peu plus de mesurabilité, un peu plus de performance à ces leviers traditionnels où on mesure finalement peu l'impact. Donc là, on permet un petit peu d'améliorer et donc parfois de se substituer sur quelques zones. Notamment, nous, on est compatible avec tout ce qui est zone iris, qui est vraiment en général le prisme utilisé pour optimiser le prospectus. Et donc, on veut se substituer à ça en partie, en apportant plus de mesurabilité, en ciblant les bonnes personnes par rapport à leur résidence, mais pas que, par rapport aussi à leur comportement physique. Donc, vont-ils chez la concurrence, etc., etc. Et c'est un format sur lequel les annonceurs, notamment dans le retail, pourraient investir massivement. On pourrait quantifier ce que pourrait représenter ce format dans leur mix média à terme ? On l'espère. Les investissements, en tout cas chez les retailers physiques, sont encore massifs sur tout ce qui est prospectus. Donc, modestement, si on arrive à s'insérer dans ce mix marketing de manière plus en plus prenante, et c'est ce qu'on voit, on a eu déjà des beaux succès avec des acteurs de la grande distribution. On espère pouvoir aller truster une partie de ce mix marketing, et en tout cas on a déjà des acteurs qui sont prêts à investir 10% de leur mix marketing chez nous. 10% de leur mix marketing sur ce genre de format, donc sur des acteurs de la grande distribution, ça peut très rapidement se chiffrer en dizaines de millions d'euros. C'est tout le malheur qu'on se souhaite. On pourrait faire le parallèle un peu avec la révolution qu'a été le reciblage publicitaire, le retargeting, que vous avez d'ailleurs, je crois, contribué à populariser quand vous travailliez il y a quelques années chez Criteo. Modestement, oui. J'ai passé 6 ans chez Criteo, j'ai eu la chance de participer à cette belle aventure qui effectivement était le retargeting. Aujourd'hui, Criteo reste le leader mondial. Et effectivement, j'ai eu la chance d'arriver un peu tôt aussi, on a vu un petit peu cette révolution. Et j'espère qu'on aura le même succès chez Timo, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout comme Criteo répondait à une vraie problématique en ligne, je pense qu'on répond à une vraie problématique pour les retailers physiques et qu'on apporte quelque chose d'assez novateur qui permet d'amener de la mesurabilité, j'y reviens encore, de la performance et de la précision sur des problématiques où aujourd'hui on n'a pas vraiment de réponse matérialisable, en tout cas peu à la performance. En tout cas, une année, on le disait, un peu chargée, avec de beaux résultats commerciaux. Il y a également eu des articles dans la presse ces derniers mois qui ont été un petit peu critiques sur le modèle. Quelle réaction ça a suscité chez vous ? Vous avez compris ces critiques et la virulence de ces critiques ? Les comprendre, moi je suis ouverte d'esprit, je comprends toutes les critiques, les comprendre tout à fait. Je pense qu'il y a tout simplement un phénomène de nouveauté, donc quelque chose qui est peu connu. Il y a un vrai travail d'éducation à faire sur qu'est-ce qu'on collecte, qu'est-ce qu'on ne collecte pas. Nous, on reste dans une notion non pas d'anonyme, mais de pseudonyme, c'est-à-dire qu'on collecte uniquement l'identifiant publicitaire, qu'on relie à des points de vente, mais on n'a pas de données complètement personnelles, pas de numéro de téléphone, pas d'email, etc. Donc,
les critiques, je pense que c'est plus peut-être une mauvaise connaissance de l'espace, donc je peux tout à fait les comprendre. Et je pense que ça passera par l'éducation, pas que Timo, mais tout l'écosystème, ça passe par l'éducation pour expliquer un petit peu ce qu'on fait. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est l'avantage d'arriver tôt sur un marché, d'essayer un petit peu de le révolutionner. Et l'inconvénient aussi, du coup, ça suscite des critiques, ça suscite des questions, mais justement, à nous d'y répondre et d'apporter des solutions. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a quelques années, quand justement Criteo avait introduit le reciblage publicitaire, les gens voyaient qu'ils étaient reciblés et parfois ils étaient désagréablement surpris et rejetaient peut-être les bannières. Là, l'ironie, c'est qu'avec votre format, il n'y a pas de plainte de mobinautes. Personne ne se plaint d'avoir été reciblé géographiquement. C'était surtout des critiques, hein, on va dire, presque morales qu'on vous a adressées. Oui, les critiques morales, pas forcément toujours justifiées, mais encore une fois, on ne peut pas vraiment jeter la pierre aux personnes qui ne maîtrisent pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on fait et qu'on le fait en parfaite légalité et respect de la vie privée. Donc on essaie de mettre des choses en place justement et d'être proactif sur ces sujets-là, avec nos partenaires éditeurs notamment. Et je pense qu'il y a une problématique qui va au-delà de Timo et au-delà de la géolocalisation, qui est sur toute la donnée et une meilleure éducation au quotidien de personnes sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas et à quel point on est dans la légalité, bien évidemment. Alors justement, les initiatives concrètes dans les prochains mois, ça sera quoi? Plus de pédagogie, plus de collaboration avec vos partenaires publishers? C'est déjà le cas, on n'a pas attendu des articles pour le faire, mais bien évidemment, on continue là-dessus, d'être proactif, de proposer des solutions. Alors par quoi ça passe? Ça passe par proposer des bannières d'information. Quand nos éditeurs ne le font pas eux-mêmes, on est capable de leur fournir de manière à ce qu'ils puissent informer convenablement les utilisateurs de l'utilisation de la data que nous, on collecte du coup. Oui, parce que vous êtes dans une position parfois inconfortable, vous fournissez le SDK, mais ce n'est pas votre application, évidemment, qui va obtenir le consentement. Exactement. Mais en revanche, on est co-responsable, donc c'est aussi notre devoir d'accompagner nos partenaires éditeurs dans cette démarche-là, sur l'information, les aider aussi technologiquement s'ils n'ont pas forcément la capacité de le faire, et donc de proposer une solution clé en main qui leur permet d'afficher cette bannière qui est fortement recommandée. On a aussi développé une fonctionnalité d'opt-out, donc de choisir de quitter ce ciblage pour nos mobinautes. Donc toutes ces démarches-là, bien évidemment que ça fait partie des projets et bien évidemment de travailler aussi avec la MMAF sur la commission privacy pour essayer de venir proposer des solutions à un niveau marché et pas que Timo, mais globalement sur une charte qui nous permettra... On rappelle que le groupe de travail présidé par Nicolas Rieul a initié effectivement une charte pour essayer de faire converger un petit peu les bonnes pratiques et il y a aussi un dialogue qui est entamé avec notamment la CNIL et les pouvoirs publics pour effectivement faire converger les différentes questions. Au-delà des questions juridiques qui sont évidemment... beaucoup posé au niveau médiatique ces derniers temps. Il y a aussi tout simplement des questions business aussi pour que le marché continue de se développer. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas forcément eu de normalisation aujourd'hui de ce qu'est une visite. Et puis il n'y a pas forcément non plus un tiers de confiance, un juge de paix qui va dire ça c'est une visite, ça c'est pas une visite. Il y a encore des améliorations à faire sur ce marché. Tout à fait, j'en reviens encore, mais c'est l'avantage d'arriver tôt et l'inconvénient du coup aussi, c'est qu'effectivement il y a encore, on est moins bien fourni que sur l'univers du online, il y a énormément de tiers de confiance, on y arrive, il y a quelques acteurs. Parce qu'un clic, on le sait, parce qu'il y a souvent un ad serveur qui va mesurer les clics, là il n'y a pas forcément l'équivalent. Même les conversions, tout est très facilement identifiable et traçable en ligne. Il n'y a pas encore enfin il y a quelques tiers de confiance, mais il n'y en a aucun qui s'est isolé en termes de juge de paix ultime. En tout cas, nous, on est ravis de travailler avec tous ces acteurs-là qui proposent justement d'agir en tant que tiers de confiance. C'est quoi la difficulté? Ils n'ont pas forcément votre niveau de précision? La difficulté, c'est qu'il y a plusieurs systèmes, soit du beacon et qui du coup nécessite un équipement un boîtier logistique, voilà, donc pour les ça c'est enseignes. précis, mais c'est pas forcément scalable et ça fonctionne pas en dehors du point de vente. Exactement. Ou d'autres acteurs qui permettent aussi qui font comme nous, qui collectent du SDK, mais qui n'ont pas forcément le même reach, du coup, ce qui permet, et pas forcément la même précision non plus, ce qui permet pas de complètement recouper les audiences. Mais c'est pas grave, ça permet déjà en tout cas d'apporter un petit peu de la confiance à nos annonceurs. Et surtout, on essaie de notre côté, comme je disais, on a la chance d'avoir aussi une belle levée de fonds qui nous permet vraiment d'investir sur la technologie avant tout. Donc, on est de plus en plus précis, plus précis dans la façon aussi d'identifier les points de vente dans lesquels on mesure des visites. Donc tout ce genre de choses qu'on met en place et surtout la transparence sur notre donnée et sur la qualité de la précision. C'est pour ça qu'on a lancé une plateforme qui permet aux annonceurs de regarder exactement le nombre de visites par point de vente, les durées de visite aussi par point de vente. Oui, parce que j'imagine qu'une visite d'une seconde, ça n'a pas la même valeur qu'une visite d'un quart d'heure, évidemment. On ne les compte pas, donc on peut à partir de 5 minutes passer dans un point de vente, mais du coup c'est très facilement identifiable pour un annonceur de se dire voilà, sur ce point de vente, on a comptabilisé tant de visites, est-ce que c'est cohérent ou pas? Donc
Donc, il y a toute et ça, cette c'est partie l'avantage transparente. aussi de cette technologie basée sur les SDK, c'est que vous faites des mesures tout au long de la journée et c'est beaucoup plus précis qu'une simple bid request, comme vous le disiez, qui ne Tout donnera à fait, pas on a un forcément niveau la de durée de visite. Voilà, on a un niveau de fréquence et de granularité qui permet réellement de mesurer une visite et c'est pour ça qu'on est suffisamment confortable et à l'aise sur la précision de la mesure pour le mettre dans une plateforme complètement accessible à tous nos annonceurs, de manière à ce qu'ils puissent voir par eux-mêmes la puissance de la technologie. Peut-être une dernière question. Vous évoluez sur un marché très concurrentiel. Hein. Il y a à la fois une demi-douzaine de startups, et d'ailleurs il y en a quelques-unes qui sont dans la salle et qui sont vos concurrents directs, avec un marché français particulièrement dynamique sur ce nouveau format. Vous avez également la concurrence des GAFA, qui s'intéresse aussi évidemment à ce sujet. Comment vous, Thibaut, vous allez faire pour vous différencier et vous imposer sur ce marché particulièrement concurrentiel ? Je reviens en fait sur le même sujet que je viens d'évoquer, à savoir que je pense que la solution passe par la technologie avant tout, donc essayer de capitaliser sur le fait qu'on était plus ou moins les premiers quand même à le faire, et du coup de garder cette avance technologique par toujours plus de précision, toujours plus de mesurabilité, et surtout répondre à des vraies problématiques clients. C'est pour ça que maintenant on avance aussi sur des logiques de performance, donc essayer de normaliser les standards du online sur aussi un monde qui était traditionnellement plus offline. Payer à la visite, c'est ça ? Exactement, donc on propose maintenant une facturation à la visite physique. Donc de pouvoir permettre ce mode de facturation-là, c'est prendre le risque chez nous pour aussi rassurer les annonceurs. Et on peut le faire que quand on est vraiment confortable et à l'aise sur la précision de la mesure qu'on peut avoir. Et donc c'est surtout ça sur lequel on va capitaliser, la performance, la précision, la technologie. Et puis, je le disais tout à l'heure aussi, l'expansion internationale, bien évidemment, avec les États-Unis qu'on a lancé cette année. Et pourquoi pas les autres pays qui suivront. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec Criteo, une fois de plus, d'acheter des clics, acheter des impressions et revendre des clics, c'est le modèle vraiment à suivre et peut-être un jour une entreprise cotée au Nasdaq. On n'y est pas encore, mais je serais ravie de vivre une deuxième IPO. Mais pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, on reste humble. On a surtout envie d'avancer dans le bon sens, de construire les choses progressivement. Il y a une vraie opportunité pour une start-up française aux États-Unis. C'est pas un trop gros marché pour vous? Criteo a démontré que c'était possible, mais... C'est possible, on va dire que c'est facile, sinon tout le monde le ferait. Mais c'est possible. Et encore une fois, je pense qu'il faut capitaliser sur la technologie, sur les bonnes personnes aussi, parce que ça passe également par ça. Et puis, il faut être persévérant, chose qu'on est. Et être entouré des bonnes personnes, je pense que c'est surtout ça la clé. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit impossible. Je pense que ça prend du temps, qu'il faut être patient, mais que c'est pas du tout impossible. Effectivement, Criteo l'a prouvé. Je suis sûr que d'autres sociétés pourront le prouver aussi. Pourquoi pas nous? Très bien. En tout cas, s'il y a des annonceurs, notamment dans le retail, qui veulent travailler avec vous, n'hésitez pas à contacter Alexandra. Merci beaucoup pour ce témoignage. On peut l'applaudir.